On jure solennellement que nos intentions sont magiques. Bienvenue sur le podcast des Bizarre Sisters. Nous sommes Alice et Lucie, deux sœurs serres d'aigle. De multiples lectures, visionnages et discussions potteriennes transforment notre vie depuis plus de 20 ans. Nous vous embarquons aujourd'hui dans nos discussions et analyses de la saga, en espérant qu'elle vous aide à vivre des expériences de vie magiques. Alors sortez vos oreilles à rallonge et c'est parti pour ce nouvel épisode. Sonorus. Bonjour à tous, bonjour Alice. Bonjour ici. J'espère que tout le monde va bien. On vous retrouve cette fois-ci un petit peu plus rapidement que depuis qu'entre l'épisode Noël et Luna pour vous parler des elfes de maison. Libre. Est-ce que Alice, tu veux nous dire ce qu'est un elfe de maison, nous rappeler un petit peu ce que c'est? Oui, bah c'est rigolo déjà parce que c'est en faisant l'épisode d'avant qu'on a eu cette idée Ouais, et qu'on a dit oh bah oui, allez, c'est parti, on fait ça pour le prochain. Donc parfait. Donc nous voilà. Tu m'as demandé qu'est-ce que c'est qu'un elfe de maison, c'est ça? exactement. C'est une créature magique. Faut que je- Jusque-là, on est bon. Tu veux que je dise autre chose? Ouais, non, c'est ça, c'est une créature magique dans le monde des sorciers qui est un serviteur pour les familles riches. Bah clairement, en fait, il y a quand même une grosse métaphore de l'esclavagisme, on va dire, avec les elfes de maison. Donc je pense que c'est un thème qu'on va aborder ensemble, Lucie? Totalement. Ok, top. Mais il y a plein de Est-ce que... questions qui se posent autour des elfes de maison. Et du coup, bah, on avait envie de partager ça avec vous. Oui, avant de se poser ces questions, je te propose de nous rappeler un petit peu de l'apparence. À quoi ils ressemblent physiquement, les elfes de Alors, maison? les elfes de maison, ils sont tout petits. Ils ont des yeux globuleux. Ils ont des grandes oreilles. Je suis en forme aujourd'hui. Ils ont des grandes oreilles et des yeux globuleux. Et Exactement. tant qu'ils sont dans un état de servitude, ils sont habillés avec une taie d'oreiller, qui est le signe de l'esclavagisme des elfes de maison. Est-ce que j'ai tout juste? C'est des créatures humanoïdes. Est-ce que tu sais jusqu'à quelle taille ils peuvent faire? 1 mètre? Non, ça fait gros 1 mètre. C'est un peu moins quand même. Entre 60 et 90 centimètres de haut. Ouais, ok, effectivement. Ils sont maigres, ils ont les bras et les jambes grêles, pardon. Effectivement, ils ont une tête surdimensionnée par rapport au reste du corps, les yeux globuleux, comme tu l'as dit, et les oreilles semblables à celles d'une chauve-souris. Tout à fait. Je me souviens de quand j'avais lu Harry Potter 2, le film n'était pas sorti à l'époque, et quand il y a Dobby qui apparaît dans la chambre de Harry, je crois qu'il y avait quelque chose de l'ordre. Il parlait d'une balle de tennis. Je sais pas si c'était les yeux qui étaient de la taille d'une balle de tennis ou quelque chose Oui, comme ça. Et je sais pas ça me dit- pourquoi, mais j'ai toujours gardé cette image des yeux de la taille d'une balle de tennis, mais c'est énorme. oui, c'est vrai. Ouais. Est-ce que, Alice, tu sais nous dire comment est-ce qu'on différencie les elfes mâles des elfes femelles? Hum, non. Enfin, j'ai une petite idée, mais je pense que c'est pas ça que t'attends. Non? Parce qu'effectivement, c'est très difficile de les différencier. Il y a juste la voix éventuellement qui peut nous permettre de les différencier un petit peu. Celle des elfes mâles est déjà grêle, mais celle d'une femelle, elle est encore plus aiguë. Oui, c'est vrai. Donc c'est le seul qui peut un petit peu différencier. Après, physiquement, leur nez, il peut être long, il peut être crochu, en forme de grain, et la couleur de leur peau est pâle. Elle peut être rose, verte ou jaune. Rose, verte ou jaune? Ah purée, j'avais pas cette info, moi. C'est c'est, assez perturbant. Oui, un peu. Ils s'habillent comment? Bah, avec une taie d'oreille. Ouais, plus précisément avec des vieux bouts de tissu. Ok. Donc ça peut être des vieilles serviettes ou des thés d'oreiller, effectivement en signe de servitude. Et comment ça se passe quand ils sont libres? Ben, en fait, pour les libérer, il faut leur donner un vêtement et que leur maître leur donne un vêtement et du coup, ça les libère. Et quand ils sont libres, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ils ont plus l'obligation de rester au service de la famille.
qu'ils savaient jusqu'alors. Et du coup, ils doivent se mettre en quête d'une autre famille à servir. Oui. Je pensais plus vestimentairement parlant, mais effectivement, exact. Et du coup, ils sont libres de s'habiller différemment. Par contre, on dirait pas qu'ils savent, ils n'ont pas de connaissances ou quoi vestimentaires, mis à part Dobby qui, dans le film, bah, je crois que c'est pas le cas dans le livre, mais dans le film, le septième, quand on le voit à l'ordre, pardon, quand on le voit au 12 Square Rimo, Dobby, il a des petits tennis et je trouve ça marrant comme signe dans les films, mais il me semble pas que ce soit dans les livres, ça. Alors, c'est un peu plus que ça dans les livres. Tu te souviens pas? Bah, il a des petits tennis. Hmm, ah, Attends, dans les livres? hmm. Dobby Non, adore les vêtements. je me Ah, rappelle mais pas. Dobby, en fait, à partir du moment où il est libéré, il découvre les vêtements et en fait, il adore les vêtements et donc il s'habille et quand il travaille bah, on va peut-être revenir après sur son histoire à lui, mais après, quand il va à Poudlard, il a un salaire. C'est la première fois de Ouais, toute l'histoire, je pense, peut-être qu'un maître de maison a un salaire. Et en fait, ouais, du coup, il s'achète des vêtements, il s'achète des cache-nez, des chaussettes. Les chaussettes sont les vêtements préférés de Dobby. Et après, quand Hermione, elle fait plein de vêtements pour libérer tous les elfes ouais. de maison de Poudlard, ben, en fait, c'est lui qui se retrouve à nettoyer la salle commune de Oui, Gryffondor tout seul parce que personne ne veut aller nettoyer la salle ouais. commune de Gryffondor de peur de se faire libérer. Et donc, du coup, bah, il y Mm. a Dobby qui récupère tous les bonnets que Hermione fait. Donc, Dobby, il s'habille avec plein de vêtements dans les livres. Et c'est dommage, je trouve, qu'on ne le voit pas dans les films. Du coup, Lucie, est-ce que tu peux me dire quels sont les elfes de maison dont on parle dans Harry Potter? Oui, alors bien évidemment, dans les films, tout le monde connaît Dobby. On connaît aussi Créature, l'elfe de maison des Et Blacks, Dobby, du coup, c'était l'elfe de maison de qui? bah, des Malfoy. Bah oui, Ah, quand trop même. facile pour toi cette question, c'est ça? Dans les livres, on a aussi Winky, qui est l'elfe de maison des Barty Croup, enfin des Croupetons. Donc de Barty Croupton senior, junior et Mm. compagnie. Et après, on en a connaissance plus ou moins. Enfin, on n'en a pas connaissance vraiment d'autres, mais on entend parler de l'elfe de maison de Helga Poufsouffle, je Ouais, crois. en fait, c'est ça. Il y en a quatre, en fait, au total, dont on donne les noms dans les livres. Et justement, la quatrième, effectivement, alors, c'est pas l'elfe de maison de Helga Poufsouffle, parce que Helga Poufsouffle, elle est morte depuis bien longtemps, hein, Oui, bien millénaire. mais c'était son elfe de maison, Non, non? non, de sa descendante, Hepzibah Smith. Ah, ah Harry oui, Potter exact. 7. Et elle s'appelle Oki, l'elfe de maison. Exact. Et en fait, dans Harry Potter 7, dans le livre, il y a toute une histoire parce qu'on voit un souvenir. Ah non, c'est dans le 6 d'ailleurs. Dans... C'est par rapport à leur crux, non? Ouais, c'est ça. Donc, c'est dans le Harry Potter 6 où, dans un souvenir, Dumbledore et Harry vont voir ce qui se passe, où Tom Jedusor est allé voir la descendante de Helga Plouffe-Souffle, Hepzibah Smith, pour la soudoyer et pour se débrouiller pour récupérer des objets magiques. Et donc, en fait, il va trafiquer la mémoire de l'elfe de maison, Oki, pour lui faire croire que il a empoisonné le thé de sa maîtresse par inadvertance et qu'il est responsable de sa mort, alors qu'en fait, c'est Tom Jedusor qui l'a tué pour pouvoir récupérer des trophées bien précieux. Est-ce que tu te souviens lesquels? Bah, alors, il y a la coupe d'Helga Poufsouffle. Mhm. Il y a le médaillon de Tout à fait. Serpentard. Et il n'y en a pas de Non, troisième. c'est ça. C'est déjà pas mal, hein. C'est déjà pas mal. On est sur un petit palmarès sympathique. Alice, est-ce que tu peux me parler de la magie des elfes de maison? Vous avez 4 heures. C'est vague comme question. Euh, bah, en fait, ils peuvent faire de la magie sans baguette. Ils n'ont pas le droit d'ailleurs, il me semble, de toucher une baguette magique, les elfes de maison. Euh, c'est des créatures où, alors ça, c'est petit détail, mais pas des moindres quand même. On, Voldemort a complètement négligé la possibilité de la magie des elfes de maison, comme d'ailleurs de la magie des personnes qui sont pas encore majeures dans le monde des sorciers.
Et Des mineurs, donc. des mineurs, merci. D'accord. J'ai du mal avec les mots là. Ouf, tout va bien. Et donc du coup, il a complètement ignoré en fait leur magie comme si elle n'existait pas. Parce que pour lui, bah, c'est même pas digne d'être mentionné. C'est des C'est sous-êtres. ça, c'est des sous-êtres pour lui, comme pour d'autres d'ailleurs. Voilà ce que je peux dire déjà. Ok. Ouais, c'est top. Effectivement, les elfes de maison, il leur est interdit d'utiliser la magie sans l'autorisation de leur maître. Par contre, ils ont une magie très puissante et différente de celle des sorciers, qui leur permet notamment de transplaner dans des endroits auxquels les sorciers seraient incapables d'accéder avec le transplanage. Souvent, leur magie, elle est utilisée pour leur travail, donc pour le ménage, pour la cuisine, mais utilisée dans d'autres domaines, par exemple pour se défendre ou pour attaquer d'autres créatures, leur magie, elle est très puissante, pardon, et ça leur permettrait de rivaliser totalement avec les sorciers, voire même peut-être de les surpasser en termes de puissance magique, alors que eux n'ont pas besoin de C'est ce baguettes. qu'on voit d'ailleurs à 2 reprises dans les films, pour le coup, Ouais. à la fin de Harry Potter 2, quand Dobby attaque Lucius Malfoy, son ancien maître. Mm. Et est-ce que tu vois un deuxième passage? Ouais, je pensais à celui-là. Aussi dans le dernier tome, quand Dobby aussi, pareil, va s'attaquer à ses anciens maîtres au manoir Malfoy. Exact. Ouais. Mais Oui. du coup, c'est vrai que les elfes, c'est des créatures très badass et qui pour autant n'ont pas le droit d'utiliser leur magie. Et moi, je me suis renseignée, je suis allée voir dans le livre des animaux fantastiques, écrit par Newt Scamander, donc Norbert Dragono, et il n'apparaît pas. Ok, Donc sans doute parce que j'imagine que c'est une créature et pas un animal. je ne sais pas. Ouais, c'est bizarre. Mais j'avoue que j'ai été étonnée de ne pas le voir au début. Mm. Et il faut savoir, je sais pas si tu es au courant Alice, Newt Scamander, ce qu'il faisait avant d'être Non, je magizoologiste. sais pas. Il a été engagé au département de contrôle et de régulation des créatures magiques après l'obtention de son diplôme Poudlard. Mhm. Et avant d'être transféré au service des animaux fantastiques, il a passé 2 ans au bureau de remplacement des elfes de maison, Mm. qui d'ailleurs, au passage, ça a été des années qui lui ont paru d'un ennui extrême apparemment. D'accord, intéressant. Voilà. Je pense qu'on va commencer à rentrer dans le sujet, un peu plus hard, entre guillemets. On est déjà bien rentré dedans. On est déjà bien rentré dedans, c'est vrai. Moi, je voudrais parler de la nature même des elfes, de leur comportement, et le fait que, malgré le fait qu'ils ont énormément d'interdits, comme on l'a dit, le fait qu'ils n'ont pas le droit d'utiliser de baguettes, d'utiliser leur magie même, Mhm. sans, sans l'autorisation de leur maître, en fait, leur nature fait qu'ils sont extrêmement dévoués à leur maître, même si au final, leur allégeance, elle est plus portée sur l'habitation où ils servent que leurs occupants eux-mêmes. C'est-à-dire qu'en fait, comme on a dit, Winky, c'est l'elfe de maison de la famille des Croupetons. Mais en fait, c'est depuis toujours un peu. Bah, c'est Et souvent de père enfin, de mère en fille, ou enfin, en tout cas, c'est des familles d'elfes de maison quoi, qui servent oui, la même voilà, c'est ça. famille, quoi. C'est ça. Est-ce que, Alice, tu savais aussi qu'il y a certaines lois magiques qui existent pour les elfes de maison? De régulation des elfes de maison, je crois. Ouais, c'est ça. En fait, les elfes de maison sont obligés de se soumettre aux ordres de leur maître et il leur est impossible, voire interdit, de manquer à leur devoir de serviteur. Alors moi, ça me pose plein de questions, ça. Parce que, bon, au final, du coup, il y a quand même vraiment une question d'esclavagisme, en fait, des elfes de maison. Et en fait, c'est jamais clair de savoir ce qu'il en est vraiment. Est-ce que il semble être sous un contrat magique, quand même,
de dire que bah en fait c'est des sorciers qui les ont obligés en fait en fait c'est un peu la question, c'est est-ce que c'est des sorciers à la base qui les ont obligés à être à leur service, ou est-ce que c'est eux de leur plein gré euh, qui l'ont fait? Et je sais pas si tu as la réponse, toi. Par rapport à cette Ouais, question? Non, j'ai pas la réponse, mais ce qui me paraît très logique, ce serait que les sorciers les aient obligés, parce que les sorciers, tout comme n'importe quel être humain, peut être extrêmement méchant et juste mauvais en fait. Et ça m'étonnerait pas que par peur de se voir surpassés par des créatures qui ne sont pas humaines, ils aient mis en place cette loi, tout comme par exemple les centaures, eux, ils n'ont pas le droit, je me rappelle plus exactement de leurs interdits, mais il me semble que pareil, ils n'ont pas le droit d'utiliser de baguettes, parce que c'est des créatures et pas des humains. ouais. Alors, ils ont une magie très puissante. Ouais, exactement. En fait, c'est ce que je me dis aussi, c'est que je pense qu'il doit y avoir vraiment à la base une sensation de menace de la part des sorciers. Mm. Alors, ça serait intéressant de lire l'histoire de la magie pour savoir justement est-ce qu'il y a eu un truc à un moment avec des elfes de maison ou quoi. Mais moi, je sens bien le truc justement que c'est des sorciers qui ont obligé les elfes de maison à être sous contrat magique pour faire en sorte que leur pouvoir soit sous le leur. Alors, ça pose plein de questions sur le rapport entre l'homme et les autres espèces, hein. Euh, et que ce soit d'ailleurs les rapports entre les hommes en métaphore justement euh, de race en fait. Mais au-delà de ça, là, vraiment, c'est aussi la question du lien entre l'homme et les autres espèces et les animaux, notamment en métaphore moldue, j'ai envie de dire. Ouais. Justement, pour rester dans cette partie des lois, il existe, donc, comme on l'a dit, des organisations, des projets de loi dans le ministère de la Magie, comme l'appel contre l'esclavage des elfes de maison. Mais par contre, il faudra attendre l'arrivée de Hermione, donc la Hermione qu'on connaît, au département de contrôle et de régulation des créatures magiques, pour que les droits des elfes y soient améliorés et qu'ils puissent avoir un statut un peu meilleur. Mm. Oui, parce que, donc, pour les personnes qui ne le savent pas, après Poudlard, enfin après le tome 7, 19 ans plus tard, Hermione se retrouve ministre de la magie. Et donc, en fait, elle a fait une carrière au ministère, effectivement, et elle a changé beaucoup de choses en termes de loi, notamment par rapport aux créatures magiques. Mais Et donc aux elfes de et aux maison. aides de maison. Mais du coup, peut-être avant de parler de ça, moi, il y a quelque chose quand même que je me pose comme question. Donc, c'est toujours avec cette histoire de contrat magique à propos des aides de maison. Est-ce que c'est une histoire de, tu vois, lavage de cerveau? Genre, ils ont fait en sorte de faire un sort qui a fait un lavage de cerveau aux aides de maison en mode, ah, maintenant, nous sommes vos serviteurs et nous sommes là pour vous servir, blablabla, etc. Ou est-ce qu'il y a quand même fondamentalement une culture, on va dire, ou une vision différente des choses entre ces deux espèces? euh, qui n'ont pas la même vision des choses. Et alors, moi, je reste persuadée qu'il doit y avoir quand même une histoire de contrat magique qui fait qu'il y a un moment, ils ont obligé les aides maison à se soumettre. Mais dans quelle mesure est-ce qu'il n'y a pas aussi une partie de leur propre libre arbitre qui... je me pose la question parce qu'en fait, quand on regarde par exemple ce qui se passe avec les gobelins et les sorciers, on transpose là, c'est pas sur les elfes de maison, mais c'est aussi d'autres créatures magiques. Entre les gobelins et les sorciers, il y a quand même, on sait qu'il y a eu des guerres entre ces deux espèces, etc. Et on sait que aujourd'hui, il y a plein de choses qui posent question aussi sur les transactions qui sont faites entre les gobelins et les sorciers. Et par exemple, typiquement, quand Harry et Gripsec font leur marché et que Gripsec dit qu'il veut l'épée comme paiement tu te souviens dans Harry Potter 7 Ouais. en remerciement de les avoir aidés à s'introduire dans Gringotts. Euh, à partir du moment où il voit l'épée, Grissac, il est persuadé que les sorciers sont des voleurs et que, de base, cette épée a été fabriquée par des gobelins, donc elle appartient à des gobelins. Alors que la vision Mm. des sorciers, c'est de dire, ben, on a payé pour cette épée, donc maintenant, elle nous appartient.
Ouais. Et en fait, la vision est fondamentalement différente. Pour les sorciers, à partir du moment où tu as payé quelque chose, ça va se transmettre de sorcier en sorcier. Pour les gobelins, si jamais tu as payé quelque chose, c'est une location qui revient à la personne qui l'a fabriqué. Et là, clairement, tu vois qu'il y a des valeurs, une vision, enfin une culture en fait qui est complètement différente dans ces deux espèces, gobelins et sorciers, des croyances qui sont ancrées à l'intérieur d'eux, qui sont complètement en fait insolubles. Cette histoire de à qui appartient l'épée, cette histoire de à qui appartient l'épée, au final, ben, en fait, ça dépend du point de vue. Et c'est pour ça Mm. que je me demande s'il n'y a pas quand même quelque chose de cet ordre-là avec les elfes de maison, dans ce qui les oppose un peu par rapport aux sorciers. T'en penses quoi, toi? Je pense déjà que ta remarque est intéressante, chère Alice. Oh, merci, Charles-Lucie. Non, mais je vois ce que tu veux dire. Après, oui, il doit y avoir peut-être quelque chose de lavage de cerveau, mais je pense que aussi, comme je le disais tout à l'heure, euh, il y a des choses qui sont dans l'essence même, dans la nature, peut-être même dans l'ADN des elfes de maison. Euh, et, et notamment tout ce qui va être le dévouement, tout ce qui est le dévouement à la famille, à son travail, etc. Je pense que c'est quelque chose qui leur est vraiment propre et que même s'il devait y avoir des elfes plus affirmés ou quoi, en fait, quand on leur a dit, bah non, vous n'aurez pas le droit de faire ça, je pense qu'il y a quelque chose de, ils aiment tellement servir euh, et être, oui, au service de l'autre, que en fait, c'était pas un problème d'accepter. Alors que je pense que les gobelins ou les centaures, ça a dû être une autre paire de manches. Mm, ouais. Oui, oui, ouais. C'est dans la nature même de la créature, en fait. C'est ça. Ah, nature ou culture? Toujours la même question. Débat de Ouais. philo, souvenir du lycée. Vous avez 4 heures, encore une fois. Non, mais c'est pareil, c'est quand les elfes de maison font un échec, entre guillemets, qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans leur rôle, ils vont s'auto-punir. Ils vont s'infliger des châtiments corporels, à moins que leur maître s'en charge eux-mêmes avant. Mais ils vont s'infliger des punitions qui peuvent être assez légères comme assez horribles, concrètement. Et, et ça, c'est quelque chose que ils se font eux-mêmes. Et je pense que ouais, c'est dans leur nature de ah ben, j'ai mal fait quelque chose, et ben, je vais me punir parce que je l'ai mal fait et que mon devoir, c'était de bien le faire. Alors moi, j'ai plein de choses à Et, dire à propos de ça. Vas-y, pardon, je te laisse terminer. et on est d'accord que c'est pas normal qu'ils s'infligent ces punitions parce que ben, malgré tout, c'est des créatures humanoïdes, ça reste des humains, c'est pas des robots, donc ils ont droit à l'erreur. Mais ouais, il y a quelque chose de... ils se sentent obligés de se punir parce que c'est mal fait. Mm. Alors, j'ai plein de choses à dire sur ce sujet. Parce que, bon, clairement, euh, alors Dobby, c'est le meilleur exemple pour ça, parce que c'est l'aide de maison qu'on connaît le mieux, mais c'est un peu le cas avec tous. On sait bien qu'un aide de maison, si jamais il désobéit, si jamais il fait quelque chose mal, il se punit tout seul. Et Dobby se repasse les mains, Dobby se passe les oreilles dans le four, Dobby se verse de l'eau brûlante dessus, etc., etc., pour se punir à chaque fois. Il se fait subir lui-même des atrocités terribles. Et sans qu'on lui demande, en fait. Et Mm. sans qu'on lui demande, juste en le faisant de son plein gré. Donc, Ouais. clairement, il y a une bonne part masochiste là-dedans. Encore une fois, question, est-ce sous format de contrat magique ou pas? Là, je ne sais pas. Par contre, il y a quelque chose qui est super intéressant. Je sais pas, enfin, si je sais que tu sais en fait, je sais que tu sais, mais tu as déjà entendu parler de l'effet Dobby? Oui. Voilà. L'effet Dobby, en fait, c'est un nom qui a été donné à un phénomène en psycho. En gros, c'est quand on se sent coupable de tout et qu'on se punit constamment. Donc c'est vraiment, vraiment exactement le syndrome moi, de Dobby en fait. Mais du coup, c'est en lien vraiment avec les personnes qui se sentent super coupables et qui se sentent privées de la possibilité de réparer ce qui s'est passé.
Donc, elles vont se sentir responsables de tout jusqu'à, et c'est là justement, jusqu'à en fait s'en punir, mais à s'infliger vraiment du mal à soi, qui peut aller même jusqu'à la scarification. Donc, on est vraiment dans des comportements qui existent chez les humains, chez certaines personnes, de la culpabilité poussée à l'extrême, qui est, du coup, c'est Dobby qui a donné son nom à cet effet en psychologie. Et du coup, lui, effectivement, il s'inflige des blessures en permanence par rapport à ça. Moi, je trouve ça super intéressant comme thématique parce que la culpabilité, en fait, on la connaît tous, cette émotion. On l'a sans doute tous déjà vécue. Mais évidemment, c'est des choses qui sont à doser. C'est-à-dire qu'on n'est pas coupable de tout et la responsabilité est limitée sur certaines choses, etc. Ce qui est intéressant, je trouve, sur cette notion, d'un point de vue... Alors là, je prends ma casquette de thérapeute. Mais d'un point de vue... en fait, pour pouvoir éprouver de la culpabilité, il faut avoir conscience de soi. Ça demande d'avoir conscience de ses actions, conscience du bien, du mal. Et c'est des choses, en fait, quand on est, on n'a pas ça. Donc, quand on est, on ne peut pas être coupable. Et c'est en grandissant, de par l'environnement dans lequel on grandit, qu'on développe ça dans la petite enfance. Donc, la culpabilité, c'est pas une des émotions primaires de base comme la joie, la tristesse, la colère qui peuvent exister. C'est vraiment un truc qui est acquis et qui arrive un peu plus tard. Et ça part en fait de soi. C'est-à-dire, est-ce que moi, je considère que ce que j'ai fait, c'est bien, c'est mal? Est-ce que je considère que j'ai fait une faute ou est-ce que je considère que c'est pas une faute? Donc, ça part vraiment d'une auto-évaluation. C'est moi-même qui décide si je me sens coupable ou pas. Donc, clairement, pour Dobby, il a un système d'évaluation interne qui est hyper dur avec lui-même. C'est-à-dire que le moindre truc, si jamais il dit une phrase de travers, paf, il a commis une erreur. Donc, du coup, auto-évaluation, c'est mal, c'est une faute, donc tu te punis. Il a un censeur intérieur, en fait, qui est super dur avec lui-même. Mais ça, pareil, ça dépend vraiment, en fait, des valeurs, du contexte dans lequel on a grandi, etc. Et forcément, des aides de maison qui vont grandir dans des familles de sorciers qui les ont habitués à ça, avec des aides de maison qui ont l'habitude de ça, et forcément, ils répètent ce schéma-là, en fait. Simplement. Moi, ce que j'ai vu sur une source de Radio France, c'est que la culpabilité pour l'effet Dobby, elle est présente surtout chez les femmes. Oui. Et que, ouais, dans cette culpabilité, on est dans un schéma de j'aurais dû. Et donc, comme j'aurais dû, j'aurais pu agir autrement. Et donc, la personne se sent responsable de tout en permanence, jusqu'à effectivement vouloir s'infliger du mal, que ce soit scarification ou autre, comme tu l'as dit. Donc, ouais, pour clôturer sur cette histoire d'effet Dobby, clairement, il y a du conditionnement. Clairement, les elfes de maison ont conscience aussi de leur action, de cette notion de bien, de mal. Après, comment est-ce qu'on pourrait changer ça? Parce que, tu vois, c'est ça aussi, c'est que Hermione a laissé à plusieurs reprises, et puis je sais qu'on va reparler de la salle ensemble, la SALE, pardon. Mais elle essaie à plusieurs reprises, tu vois, elle va rendre visite aux elfes de maison dans la cuisine. Et en fait, à chaque fois, quand elle parle de sa vision des choses, les elfes de maison, ils sont horrifiés, en fait. Ils sont horrifiés parce que c'est complètement hors de leur système de valeurs, de leurs habitudes, de leurs croyances, en fait. C'est ce qu'elle propose. Donc, comment changer ça? Moi, j'ai des pistes. J'ai des pistes thérapeutiques pour les elfes de maison. Déjà, améliorer leur estime d'eux. Pour qu'en fait, ils arrivent à se sentir plus valorisés. Et puis, en fait, revenir sur ce sur quoi tu as le contrôle et la notion de bien et de mal, justement, en fait. Et puis là, je parle peut-être plus largement, pas forcément pour les elfes de maison parce qu'ils vont pas nous écouter, mais pour des personnes qui se reconnaîtraient dans l'effet de... Pas, hein. Comment? Tu sais pas, peut-être qu'ils sont là à nous C'est écouter. vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais je pensais plus à des personnes qui se diraient, ah, mais l'effet Dobby, en fait, ça me parle, j'ai l'impression que c'est moi, etc. Euh, donc ouais, c'est vraiment une question d'estime de soi, de transformer son estime de soi et puis de transformer sa vision de ce qui est bien, ce qui est mal en fait, parce que c'est sortir de la polarité, c'est blanc, c'est noir, mais peut-être de mettre du gris en fait en termes de palette de couleurs et de revenir dans ce dont on est vraiment responsable, ce sur quoi on a la main et ce sur quoi on n'a pas la main. Et en fait, lâcher prise par rapport à tout ça aussi, quoi.
Voilà, la parenthèse effet Dobby est terminée. Je sais pas si tu sais, Alice, mais il est impossible pour un maître d'ordonner à son elfe de maison de se suicider. Et heureusement, euh, mais ça aurait pu être le cas en y réfléchissant avec Winky. Donc peut-être qu'on peut parler un petit peu de Winky pour qu'on puisse expliquer pourquoi ça aurait pu être le cas. Vas-y. Est-ce que tu veux nous dire un peu qui est Winky? Donc la famille Concert, on en a déjà parlé. Bah, c'est l'être de maison donc de la famille Croupton. Tu veux nous expliquer ce qui se passe puisqu'on la voit dans Harry Potter 4, principalement, au Oui. début en tout cas, on la découvre. Est-ce que tu veux nous dire ce qui se passe avec elle et pourquoi ça pose un petit peu polémique? Et donc pour information, c'est à partir de ce moment-là et du cas Winky que Hermione va créer la SALE dont on va parler par la Oui. suite. Alors déjà, c'est vrai que pour les personnes qui n'ont pas lu les livres, ça va paraître du charabia parce que c'est des choses qui ont été complètement enlevées du film. Mm. Donc, la famille Croupton, le Barty Croupton, c'est un employé du ministère de la Magie qui est très sérieux, très austère, etc., qui avait beaucoup d'ambition, qui a failli devenir un ministre de la Magie à un moment, et finalement pas. Et il a donc une elfe de maison qui s'appelle Winky. Et lors de la Coupe du Monde de Quidditch, cette elfe de maison lui garde une place dans la tribune officielle, euh, dans la tribune VIP en fait, pour qu'il assiste au match. Et en fait, il ne vient jamais. En gros, pendant ce qui se passe à ce moment-là sur la tribune, euh, on sait après coup, attention spoiler pour les personnes qui n'ont pas lu le livre, que le fils de Barty Crompton était un mange-mort et Winky se retrouve dans les bois et en fait il y a la marque des ténèbres qui apparaît, il y a un sortilège de pétrification qui est lancé par plein de personnes du ministère de la magie et qui touche entre autres Winky qui est retrouvé avec la baguette, avec une baguette dans les mains. Et donc là, attention, grosse crise. Oh mon Dieu, un elfe de maison, une baguette dans les mains, c'est interdit par le règlement des sorciers, par le code de je ne sais quoi chez les sorciers. Faute très grave. En plus, c'est l'élève de Monsieur Crompton, un employé haut placé du ministère. Franchement, là, il y a vraiment un gros problème en termes de réputation, etc. Et donc, Monsieur Crompton décide de renvoyer Winky, de la libérer de ses services en lui offrant des vêtements parce qu'elle n'a pas écouté ses ordres de rester dans la tente, qu'elle a été retrouvée dans la forêt. Et Hermione prend sa défense en disant bah, qu'elle elle était apeurée et que c'est normal en fait d'avoir voulu partir pour sauver sa peau, donc elle a pas à être punie pour ça, pour avoir désobéi, parce que c'était pour se sauver elle. Et voilà, et donc en fait, tous les employés du ministère considèrent que c'est une bonne chose que Winky soit renvoyée parce que bah, elle a été retrouvée avec la baguette qui a créé la marque des ténèbres. Et Hermione, pareil, dit mais n'importe quoi, c'est pas elle qui l'a créée. Elle a une voix très aiguë alors que la voix qu'on a entendue, c'est une voix grave, etc. Et donc Hermione prend sa défense et trouve ça complètement injuste que Winky soit renvoyée. Et c'est là que naît derrière l'obsession de Hermione pour les elfes de maison, et puis ensuite la société d'aide à la libération des elfes qu'elle va créer dans la Coupe de Feu. Effectivement. Et merci pour avoir si bien raconté. Et j'en reviens juste avant qu'on parle de la SALE, avec cette impossibilité d'ordonner directement à un elfe de se suicider. Et j'ai dit on aurait pu voir ce cas avec Winky, parce qu'au final, donc, Winky a été dismissed. Renvoyé. Merci. Winky a été renvoyée ses maîtres, et elle en est terriblement malheureuse. Euh, et en fait, elle porte un très lourd secret dont on ne parle pas, pareil, dans les films, mais en lien avec Barty Croupton Junior qui était à Azkaban. Et en fait, pour la petite histoire, attention spoiler encore une fois, Barty Croupton Junior a été libéré parce que sa mère mourante a pris sa place à Azkaban pour pouvoir le laisser vivre. Et donc Winky, l'elfe de maison, est au courant de ça et elle porte ce secret-là. Barty Croupton Senior est au courant également. Et,
donc son fils, Junior, il est sous le sort de l'Imperium pendant toute une année presque. Enfin, pendant très longtemps, et donc c'est aussi pour ça, au bout d'un moment, les effets sans doute se dissipent. Euh, mais Winky a ce secret, et je pense que heureusement que on ne peut pas ordonner à un elfe de maison de se suicider, Mm. parce que sinon, peut-être que pour préserver le secret et être sûr que le secret est maintenu, Barty Croupton Senior aurait pu lui donner cet ordre. Ouais, carrément. Après, encore une fois, comme on disait tout à l'heure, les elfes de maison, dans leur nature, ils sont très dévoués à leur famille, et je pense que peu importe ce qu'il arrive, Winky n'aurait pas dévoilé ce secret, qui est trop important d'autant plus. Euh, mais malgré tout, ça aurait été une sécurité pour la famille. Moi, j'avais même une théorie que je me suis dit dans ma tête. Dites-moi. C'est que peut-être que Crompton, il était tordu au point, parce qu'il s'est dit, si jamais je la libère, peut-être qu'elle va partager le secret, etc. Et du coup, je me suis toujours dit, ça se trouve, en fait, il a jamais libéré Winky, mais il lui a donné comme ordre de se comporter comme si elle avait été renvoyée et de plus venir travailler chez lui. Ah, c'est vachement intelligent cette Et que théorie. du coup, bah, elle peut pas partager le secret, etc. Parce qu'elle continue à l'appeler Maître Barty, etc. tout le temps, en fait. En fait, on a l'impression qu'elle reste justement sous contrat magique. Mm. Alors, c'est là la grosse question, c'est est-ce que c'est par de la magie d'ensorcellement elle est toujours au service de cette famille, ou est-ce que c'est parce que de par sa nature d'être de maison, elle est tellement conditionnée que elle refuse, elle est dans le déni, elle refuse de voir qu'elle De s'est fait passer à autre chose. renvoyer. Mais moi, je me suis toujours posé la question. Elle continue d'appeler Maître Barty, etc. Et puis, l'enjeu était quand même hyper important pour Barty Crompton Senior, de dire je libère mon elfe et potentiellement bah, le sucré peut fuiter. Donc, je me suis toujours dit, ça se trouve, en fait, elle a jamais Ouais. partagé que, voilà, pas compris. Bah, je trouve que c'est une très bonne théorie. La seule chose qui peut être mise en cause, du coup, par rapport à cette théorie, c'est la suite dont je pense on peut parler. Car leur tombe, malgré tout. En quatrième année, donc en 1994, quand Harry et Hermione sont en quatrième année, donc Dobby n'a plus de travail vu qu'il a été renvoyé par la famille Malfoy. Enfin, il a été libéré. Et Winky, elle, a donc soi-disant été renvoyée par les Croupetons. Ils vont demander à Poudlard, à Dumbledore, s'ils peuvent travailler à Poudlard dans les cuisines, ce que Dumbledore accepte avec plaisir. Euh, et donc là, c'est le seul point qui, je pense, peut faire douter ta théorie, Alice, concernant le fait qu'elle travaillerait toujours pour les Croupetons. Parce que malgré tout, maintenant, elle travaille à Poudlard et elle est dans les cuisines de Poudlard à temps plein. Oui, mais tu vois, justement, il aurait pu dire, bah, tu te comportes comme si et tu vas chercher du travail ailleurs. Et je t'ordonne d'aller chercher du travail ailleurs qu'ici. Enfin, tu vois, Ouais. si on va pousser Pour une durée indéterminée, Ouais, ouais, on peut pousser le vice loin, hein. on pourrait. Enfin bref. Du coup, euh, très bonne théorie malgré tout, Alice. Mais je te propose qu'on passe donc à ce qui se passe en 1994. Oui, dis-moi. Et donc, il demande de travailler. Et Dobby demande même s'il est possible qu'il soit payé. Et donc, c'est le premier elfe de maison à être rémunéré pour son travail. Incroyable. Exactement. Et je crois même qu'il a des jours de congé. Oui, Euh, et par contre, ça, c'est un peu Dobby qui a cette conscience d'être libéré, etc. Lui, il le demande. Mais malgré tout, les elfes de maison peuvent se sentir insultés si leur maître leur propose d'être payés pour leur travail. mm, Parce que être libéré, c'est la plus grande des humiliations. Et donc, en plus de ça, bah, être payé, t'imagines? Et en plus, avoir des jours de repos, enfin, Dobby, c'est un peu l'alien des elfes de maison pour les autres elfes, quoi. ouais, totalement. C'est vrai qu'il est quand même Mais, particulier hein, pour un elfe de maison. ouais. Mais malgré leur mode de vie difficile qui leur ordonne de travailler 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, etc.,
les elfes de maison apprécient leurs conditions et ils aiment vivre en esclavage. Ouais. Encore une fois, culture ou nature. On en a un peu parlé. Alice, est-ce que tu veux nous expliquer ce qu'est la SALE? Oui. Alors, la SALE, c'est la Société d'aide à la libération des elfes, qui a été fondée par Hermione Granger lors de sa quatrième année à Poudlard, dans l'objectif de libérer les elfes de maison, d'améliorer leurs conditions de travail et de les aider à se libérer. Parce que c'est parti justement de cette injustice, de se rendre compte de ce qui s'est passé avec Winky. Et, à travers toutes ces recherches, etc., en fait, elle décide de monter une association pour pouvoir transformer la condition des aides de maison. Et c'est extra parce que c'est ce combat qui va devenir finalement sa vocation un peu au fur et à mesure du temps, de partir de ces créatures-là. Et puis en fait, au fur et à mesure, bah ouais, quand elle arrive au ministère de la magie, elle va changer beaucoup de choses pour les créatures magiques en général. Juste si on va être un petit peu pointilleux, c'est pas une association, c'est une organisation, mais Ah, très pardon. bien. Est-ce que tu sais comment elle voulait l'appeler l'organisation à la base? Ouh, vas-y, redis-le parce que c'est très long. C'est extrêmement long. Et justement, ils ont changé le nom parce que ça ne tenait pas sur un badge. Elle a changé de nom. Euh, Elle voulait l'appeler Arrêtons les mauvais traitements scandaleux infligés à nos amis les créatures magiques et luttons pour un changement de leur statut. J'adore. Tu sais Incroyable. comment est-ce qu'on dit SALE en anglais? SPEW, Et c'est ce S-P-E-W. que ça veut dire? Society for Protection of Elvish Welfare, je Je crois. voulais dire le mot spew. Ah, SPEW, ça veut dire cracher, je C'est crois. du vomi, je crois. Ouais, un truc comme ça. Et ouais, la traduction est super parce qu'effectivement, pour ceux qui n'ont pas lu les livres, encore une fois, euh, la SALE, ça se Attends, dit pardon. SALE. T'avais raison, c'est cracher. Oui, ok. La SALE, pour ceux qui n'ont pas lu les livres, se dit SALE parce que sinon, c'est. Enfin, les autres vont faire un raccourci en disant la salle et Hermione n'aime pas ça. C'est comme spew, effectivement, ça veut dire cracher. Donc, c'est un mot péjoratif. Mm. Alors que SALE ou SPEW, c'est beaucoup plus pratique déjà à pas renoncer, c'est faux, mais surtout moins mauvais, Mm, tout à fait. moins mauvaise connotation. Et c'est bien parce que aussi, je trouve ça intéressant parce qu'avec la SALE, justement, on a vraiment un exemple de militantisme, en fait, de la manière dont Hermione, en fait, elle prend une cause à cœur et qu'elle vient la défendre, et de voir, en fait, la réaction des différentes personnes, et de voir que finalement, des sorciers qui sont qui ont été habitués à ça, des familles de sang pur, même s'ils n'ont pas eu d'elfe de maison, ils trouvent ça normal, en fait, et ils sont pas choqués Mm, par ça, alors que elle, pour le coup, c'est vraiment une injustice hyper flagrante. Et, euh, et c'est vrai que ça fait mal au cœur un peu, je trouve, de voir à quel point elle est seule, en fait, finalement, par rapport à ce combat, parce que c'est tellement implanté dans l'idéologie sorcière que, voilà, que c'est devenu normal. Et je trouve ça intéressant parce qu'on voit aussi vraiment, justement, ce que c'est qu'être un précurseur de son temps. Et là, clairement, là, Hermione, c'est une précurseur dans le monde des sorciers, en fait, d'apporter cette vision différente. totalement. Est-ce que tu peux nous dire, Alice, qui fait partie de la SALE? Harry, Ron, Hermione et Neville, je crois. Il t'en manque un? Euh, je sais pas. Dobby. Ah ben, ah d'accord. Ouais. Mais alors effectivement, Hermione qui a créé le groupe a essayé de ramener du monde. Harry et Ron, c'est plus par amitié qu'ils ont rejoint le groupe que par conviction. Hermione les a nommés pour Harry secrétaire et pour Ron trésorier. Même si en réalité, je pense que c'est Hermione qui gère tout. Et, euh, et donc, tu sais combien ça coûte l'adhésion au groupe? Un, je sais plus si c'est un gagnant ou une mornie. Ça doit être une mornie, non? C'est deux Deux mornies, ouais. mornies.
Donc l'adhésion coûte 2 mornies, ça donne le droit à un badge et ça permet de financer une campagne de tracts. Et sauf que pour anecdote, les membres qui ne portent pas leur badge, Hermione va être derrière leur dos en leur demandant de le faire. Sachant que effectivement il y a Neville dans le lot, mais de ce qu'on en a compris, Neville il a plutôt craqué en fait. Il en avait marre d'être harcelé par Hermione parce que justement elle cherche à recruter des nouveaux membres et donc elle fait le tour de la salle commune de Gryffondor avec une boîte pleine de badges en incitant les gens à adhérer. T'en as qui ont l'air plus ou moins intéressés mais qui veulent pas payer pour ça. Donc du coup, personne ne rejoint le groupe et au lieu de le convaincre, effectivement, encore une fois, par l'idéologie, Neville y rejoint surtout, Pour qu'on lui laisse tranquille. voilà, parce qu'il en a marre d'être harcelé. Et après, on sait que certains ont refusé. Est-ce que tu saurais nous dire qui? Hagrid a refusé. Fred et George ont refusé Ouais, aussi. tu sais pourquoi? Euh, Fred et George parce qu'ils trouvent ça normal et parce que, ils trouvent que les elfes, ils ont l'air très heureux dans la cuisine. Effectivement, parce qu'ils ont été, eux, dans la cuisine et ils ont vu les elfes en action. Et ils ont l'air effectivement très heureux et ça, ça- enfin, ce serait aller contre leur volonté, selon eux, de changer ses modes de vie. C'est ça. Et pour Hagrid, Et Hagrid, je sais plus pourquoi est-ce qu'il refuse. Hagrid y refuse parce que, effectivement, pour la même raison à peu près, c'est le fait que ça aurait été. Enfin, eux, les elfes sont contents de faire ce qu'ils font et que bah, ça pose pas de problème du coup. C'est fou, hein, quand même. Ouais. Alors que justement, Hermione est persuadée que Hagrid va adhérer parce que Hagrid, il adore les animaux, les créatures et qu'il s'en occupe tout le temps, etc. Mm. Donc c'est un peu un petit coup dur pour Hermione. Pauvre Hermione. Et donc effectivement, tu as dit, quand elle est en cinquième année, donc en 1995, elle va tricoter des bonnets, des écharpes pour libérer les elfes de maison. Elle va les poser un petit peu à droite à gauche dans la salle commune, tout ça. Parce que donc elle apprend que en plus de faire la cuisine le jour, les elfes de maison, pendant que tout le monde est endormi dans le château, euh, nettoient toutes les parties du château. Mm. Et donc pour pouvoir les libérer contre leur volonté, elle va disposer des habits qu'elle tricote pour les libérer. Et donc comme tu l'as si bien dit tout à l'heure, il n'y a plus que Dobby qui accepte de faire le ménage dans la salle commune de Gryffondor parce que, il est déjà libéré et qu'il aime bien récupérer ça alors que les autres elfes ne veulent absolument pas être libérés. Ouais. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote aussi, Harry se rendra compte plus tard dans l'année que c'est Dobby qui porte tous les bonnets, toutes les écharpes les uns sur les autres, mais qui n'ose pas le révéler à Hermione pour pas la vexer. Mm. C'est c'est ça Ouais, que j'aurais tellement voulu voir dans le film. ouais. C'est sûr que c'est un manque. Mm. Mais bon. Donc effectivement, à Poudlard, les elfes, ils passent leur temps principalement dans leur cuisine, en préparant la nourriture, les banquets qu'on connaît de Poudlard. Et est-ce que tu sais ce qu'ils ont comme uniforme? Euh, c'est pas toujours l'été d'oreiller? Bah, c'est Poudlard, c'est un petit peu plus élaboré quand même. Je sais pas, dis-moi. Ils portent une toge. Non, pardon. Ils portent comme une toge un torchon à vaisselle frappé aux armes de Poudlard. D'accord. Et ils connaissent l'existence de la salle sur Oui, demande. tout à fait. Et pour le coup, ça date d'il y a longtemps, les elfes de maison à Poudlard, parce que c'est Helga Poussoufle elle-même. C'est pour ça, je pense que j'ai été perturbée tout à l'heure par rapport à Elizabeth Smith. C'est Helga Poussoufle elle-même, donc, qui a engagé des elfes de maison pour pouvoir leur donner des bonnes conditions de travail et éviter qu'on abuse d'eux. Mm. Donc, avant Hermione, Helga Poussoufle avait un petit peu été précurseur, elle aussi, en les amenant travailler dans Poudlard. Ok, intéressant. Merci pour ces détails, pour ces ajouts. Quand Dobby demande à Dumbledore
dans le cadre d'une recherche d'emploi. Il est à Pôle emploi. Il est envoyé, pardon, il est accompagné de Winky qui a été renvoyé. Euh, Dumbledore accepte de les engager et leur propose à la base 10 galions par semaine et avoir leur week-end libre. Mais Dobby, Dobby refuse parce qu'il a trop de liberté et il préfère gagner un seul galion par semaine et avoir un jour de congé dans le mois. Mm. Et Winky, elle, par contre, elle préfère travailler gratuitement plutôt que d'être déshonorée, comme on le disait tout à l'heure. Mm. J'ai une petite question pour toi, Alice. Mhm. Est-ce que tu aurais adhéré à la SALE étant étudiante à Poudlard en même temps qu'Hermione? Je pense que... Ah, c'est une bonne question. J'ai- Je pense que oui, et en même temps, je me dis, je pense que c'est un combat qui m'aurait dépassé largement. Je sais pas si... Oui, je pense à l'âge d'Hermione, j'étais vachement dans la recherche des injustices et de qu'est-ce que je pouvais faire pour... Peut-être je pense à cet âge-là, je l'aurais peut-être fait, ouais, j'aurais adhéré. Euh, Et maintenant, non. Bah, je sais pas, c'est la question que je me pose. Mais je sais pas si à mon âge aujourd'hui, j'adhérerais. Parce que j'ai l'impression que c'est quand même un peu un... Enfin, bah après, c'est adhérer à une association, c'est quoi? Enfin, à une organisation qu'elle a créée. Enfin, elle, petite Hermione de 14 ans, quel est le pouvoir en fait que tu as derrière, qu'est-ce que tu peux faire concrètement, finalement. Euh, Mm. mais ouais, je sais pas. Et toi? Est-ce que... Alors, moi, de mon côté, je pense que je n'aurais pas adhéré. Euh, parce que Est-ce que tu aimes bien te je faire pense... servir des bons petits plats? Non, mais je pense que c'est très controversé et que, en fait, enfin, pour moi, c'est un peu une bataille pour rien, dans le sens où eux-mêmes ne veulent pas avoir des conditions de vie améliorées. Si eux souhaitaient voir leurs conditions meilleures, avoir effectivement être payés ou quoi, et que le monde des sorciers refusait, oui, là, j'adhérais pour me battre pour qu'ils puissent avoir ces droits. Mais si ça les intéresse pas et qu'ils trouvent ça comme un déshonneur, en fait, ça sert à rien de se battre parce que c'est comme ça qu'ils le voient. Hmm. Et par contre, si j'étais une sorcière, ce que je suis, mais encore une fois, on ne le dira pas. euh, Si à la maison j'avais un elfe de maison, je pense que je m'entendrais bien, j'essaierais de bien m'entendre avec cet elfe. euh, pour que cette personne se sente respectée. Parce que ça reste, encore une fois, une créature humanoïde, donc presque un humain. Euh, et puis même si c'était pas un humain, enfin, on a déjà des chiens à la maison, bah, je sais pas, je les respecte parce que ça reste des créatures Ouais, vivantes. bien sûr. Ouais. Hmm, hmm. Et donc du coup, je pense que je m'entendrais bien avec cet elfe et que pour y avoir des moments limite où c'est une sorte de nounou et on joue ensemble, on fait des choses, etc. Et ce serait plus un ami qu'un serviteur. Hmm. Même si, bon, si ma chambre est rangée, nettoyée, je dis pas non. Pourquoi ça m'étonne pas de toi? Et pour continuer dans cette discussion, toi tu disais que tu ne savais pas trop si aujourd'hui tu adhérais. Moi aujourd'hui, si j'étais à la place de Hermione au ministère de la magie, je pense que, encore une fois, je ne ferais pas des lois qui, qui vont les faire payer, qui vont payer les elfes de maison ou autres, parce que c'est pas ce qu'ils veulent. Mais effectivement, améliorer leurs conditions, tout dépend ce qu'elle entend par là, mais pourquoi pas. Hmm. Ok. Ouais, ouais, bah, je pense que c'est pas évident de savoir. En tout cas, dans tous les cas, je trouve que son combat est touchant. Et à chaque fois, Mm. je trouve ça.
Je trouve ça émouvant de voir comme ce combat finalement qui naît pendant son adolescence de ce qu'elle découvre à Poudlard va finir par devenir son métier, quoi. Mm. Mhm. Il y a un elfe de maison dont on n'a pas parlé, créature. Est-ce que tu sais ce qui devient une fois que Sirius meurt? Oui, du coup, quand Sirius meurt, il est envoyé dans les cuisines de Poudlard par Harry pour travailler là-bas. Parce que Harry n'a pas envie d'avoir créature dans les pattes. Et parce que surtout, Harry hérite de lui par Oui, Sirius. voilà. J'ai pas... Oui, ça me semblait évident, mais je ne l'ai pas dit. Ouais. Donc voilà, il va cuisiner dans les cuisines, tout à fait. Ouais. On sait aussi que en 1996, Slughorn fait appel aux elfes des cuisines pour servir les invités de sa fête de Noël. Mm. Et est-ce que tu sais dans quel camp se rangent les elfes de maison pour la bataille de Poudlard? Ah, c'est ça que j'adore, ce moment où c'est créature qui justement emmène tous les elfes de maison pour aller combattre les Mange-Morts pendant la bataille de Poudlard dans le livre. J'adore. Ouais. Et ils brandissent des couteaux et des hachoirs en hachant les chevilles et les tibias des mange-morts. Parce qu'on rappelle, ils font moins d'un mètre. Mm. On a bientôt terminé. Alice, est-ce que tu saurais nous dire d'où viennent les elfes de maison? Qu'est-ce qui a inspiré J.K. Rowling pour ça? Euh, alors, je sais que c'est des êtres qui s'appellent les brownies, qui sont d'origine écossaise, irlandaise, je sais pas. Je sais pas. Voilà, mais je connais pas bien la légende des brownies. Je suis pas sûre qu'il y ait une vraie légende. Moi, tout ce que je sais, c'est que c'est des petites créatures mythologiques qui s'occupaient des tâches ménagères dans la maison de leur hôte et qui sont connues pour partir de l'habitation lorsqu'on leur offre un vêtement. Mm. Bah voilà, donc du coup, oui, c'est vraiment inspiré, c'est vraiment de là que ça vient, quoi. C'est ça. Et enfin, moi, je voudrais terminer avec une petite anecdote sur les films. Euh, pour avoir lu dans un livre, le responsable des effets visuels, Tim Burke, il a expliqué que les différentes étapes pour créer Dobby visuellement. Donc la première étape, c'était de filmer l'acteur qui prête sa voix à Dobby dans la version originale, donc Toby Jones, en train de jouer Dobby. Donc il le filme pour nourrir le personnage et faire passer des émotions. Le but étant donc de créer un petit personnage numérique que les réalisateurs puissent diriger comme n'importe quel acteur. Mm. Le réalisateur a dit, donc Chris Columbus, il faut que toutes les créatures numériques soient crédibles, qu'on donne l'impression qu'elles aient une âme. Et Jason Isaacs, donc l'acteur de Lucius Malfoy, a dit qu'il avait besoin de beaucoup d'imagination pour jouer aux côtés de Dobby. Parce que la première fois qu'il a tourné une scène avec lui, il a commencé par demander où Dobby serait placé pour pouvoir regarder. Et on lui a répondu, ne t'en fais pas, on le mettra là où tu regarderas. Je trouve ça assez amusant. Ouais. Et, euh, et donc, pour aider les acteurs, Nick Dodman de l'Atelier des créatures a créé un modèle articulé du personnage à taille réelle. Et ils ont ensuite fait une reproduction en silicone avec un squelette complet à l'intérieur. Et enfin, ils l'ont peint avec son apparence au détail près, avec même les veines dans les yeux et tout Et à ça. propos de Jason Isaac, l'acteur qui joue Lucius Malfoy ici dans Harry Potter 2, quand il est dans le bureau de Dumbledore, à un moment, donc il était en train de jouer, il était en train de descendre les escaliers, et il fait un truc bizarre avec sa canne, il lui dit, ah, mais tu t'es trompé, enfin, tu t'es loupé sur là. Ah non, pas du tout, je donnais un coup de canne à Dobby. Je fais, ah bon, d'accord, très bien. Et donc, du coup, ils ont intégré ça, c'était pas prévu. Ils l'ont vraiment mis là où ils C'est l'imaginaient. ça, j'adore. C'est top. Mm. Super, bah, merci beaucoup, Lucie, pour cet épisode euh, encore bien riche. Ouais. Merci à toi, Alice. Et merci à vous de nous avoir écoutés tout le long de cet épisode, un petit peu long, mais très intéressant.
Eh bien, à très bientôt pour un nouvel épisode. Et puis d'ici là, enchantement accompli. Exactement. À bientôt. Les Bizarre Sisters vous retrouvent prochainement dans un nouvel épisode. Et d'ici là, pensez à illuminer votre vie. Lumos. Enchantement accompli.